Aujourd'hui, on va causer d'une meuf qui a vraiment pas eu de bol. Genre, le karma s'est acharné sur elle, et ça a donné l'un des mythes les plus durs à cuire et les plus tristes de la Grèce antique. Je vous présente Méduse. Alors, Méduse, tu la connais sûrement, la nana avec des serpents à la place des cheveux, celle qui te transforme en pierre d'un simple regard. Le genre de personne que t'as pas envie de croiser dans une ruelle sombre. Quoi? Mais attends, arrête. Avant de la juger trop vite, est-ce que tu connais vraiment son histoire? Parce que, crois-moi, derrière le monstre, il y a une tragédie. Oublie les films d'horreur et les clichés sur les monstres. Aujourd'hui, on va découvrir la vraie Méduse, celle qui était belle, qui était prêtresse, et qui a été trahie. On parle d'une jeune femme, dévouée à la déesse Athéna. Je vais te raconter son histoire, de A à Z. Comment elle est passée de la beauté à la monstruosité, comment elle a été victime d'une malédiction injuste, et comment elle a fini par devenir l'un des symboles les plus puissants de la mythologie grecque. Alors, prêt à plonger dans les méandres de ce mythe incroyable? Attache ta ceinture, parce que ça va être intense. Alors, remontons un peu le temps, avant que Méduse ne devienne la créature qu'on connaît. À la base, Méduse, c'est pas n'importe qui. C'est l'une des 3 Gorgones, 3 sœurs, filles des divinités marines Phorcys et Céto. Jusque-là, rien d'extraordinaire, me diras-tu. Sauf qu'il y a une grosse différence entre Méduse et ses sœurs, Sténo et Euryale. Ces 2 sœurs, elles sont immortelles et, disons-le franchement, pas super gâtées par la nature. Méduse, elle, est mortelle. Et surtout, elle est magnifique. Genre, vraiment magnifique. Une beauté à couper le souffle, à faire pâlir Aphrodite elle-même. On raconte que ses cheveux étaient incroyables, une chevelure de rêve, brillante, soyeuse. Le genre de tignasse que tu vois dans les pubs pour shampoing, mais en mieux. Bref, Méduse, c'était la bombe de l'époque. Mais sa beauté, c'était pas tout. Méduse, elle avait choisi de consacrer sa vie à Athéna, la déesse de la sagesse, de la guerre juste, et des artisans, un CV bien rempli, la déesse. Elle était devenue prêtresse dans son temple, un lieu sacré, où elle avait fait vœu de chasteté. Autrement dit, Méduse, c'était une jeune femme pieuse, dévouée à sa déesse, qui avait renoncé au plaisir de la chair pour se consacrer à sa foi. Le genre de fille qui inspire le respect, quoi. Mais tu vas voir que, dans la mythologie grecque, la beauté et la piété, ça ne suffit pas toujours pour être heureux, et que les dieux peuvent être sacrément cruels. Alors, Poséidon, c'est un peu le mauvais garçon de l'Olympe, le genre de type qui fait ce qu'il veut, quand il veut, sans se soucier des conséquences. Et là, il a décidé qu'il voulait Méduse. Et comment il s'y prend, le bougre? Il la poursuit de ses avances? Il lui envoie des fleurs? Il lui écrit des poèmes? Que nenni! Il la viole. Oui, tu as bien entendu, il la viole, en plein temple d'Athéna. Alors, déjà, violer une prêtresse, c'est pas très respectueux. Mais la violer dans le temple de la déesse à laquelle elle est dévouée, c'est carrément un sacrilège. C'est comme si tu allais taguer la Joconde au Louvre. Tu vois le niveau? Et Athéna, dans tout ça? Elle fait quoi? Elle punit Poséidon? Elle défend sa prêtresse? Eh bien, non. C'est là que ça devient vraiment injuste. Ils ont dit que la victime devient la coupable. Alors, il y a plusieurs versions du mythe. Certains disent qu'Athéna était jalouse de la beauté de Méduse. D'autres disent qu'elle voulait la protéger en la rendant repoussante. Mais quelle que soit la raison, le résultat est le même. Méduse est transformée en monstre. Ses beaux cheveux, dont elle était si fière, deviennent des serpents venimeux. Son regard, autrefois doux et lumineux, devient capable de pétrifier quiconque le croise. Bref, Méduse, la belle prêtresse, devient la Gorgone, le monstre que tout le monde craint. C'est un peu comme si tu te faisais agresser dans la rue, et que la police décidait de t'emprisonner toi, parce que tu as été agressé. C'est complètement absurde et injuste. Et c'est là que tu te dis que les dieux grecs, ils ne sont pas toujours très nets, et qu'Athéna, elle n'est pas vraiment la reine de l'empathie. Poséidon, toujours là pour semer la zizanie, et Athéna, disons qu'elle a des méthodes de renforcement d'équipe un peu particulières. Bref, un beau gâchis. C'est ce qui est arrivé à Méduse. Du jour au lendemain, elle est passée du statut de prêtresse respectée à celui de créature rejetée, isolée, crainte de tous. Elle est obligée de fuir, de se cacher, de vivre dans la solitude la plus totale. Parce que, bon, qui voudrait traîner avec une nana qui te transforme en statue si tu la regardes dans les yeux? Pas facile de se faire des amis dans ces conditions. Et le pire, c'est qu'elle n'a rien demandé.
Elle n'a pas choisi de devenir un monstre. Elle a été transformée contre son gré, à cause de la cruauté d'un dieu et de la jalousie, ou de la soi-disant protection d'une déesse. Alors, oui, elle a pétrifié des gens. Mais est-ce qu'elle avait vraiment le choix? Est-ce qu'elle pouvait contrôler son regard? Est-ce qu'elle était responsable de ce qui lui arrivait? Imagine un peu la souffrance, la solitude, la peur. Tu es condamné à vivre caché, à faire peur à tout le monde, à transformer des innocents en statues, juste parce que tu as eu le malheur de croiser le chemin d'un dieu pervers et d'une déesse pas très futée. Est-ce que Méduse est un monstre par nature? Ou est-ce que c'est la malédiction qui l'a rendue ainsi? Est-ce qu'elle est coupable de ce qu'elle est devenue? Ou est-ce qu'elle est avant tout une victime? C'est des questions difficiles, hein? Et c'est ça qui rend l'histoire de Méduse si tragique et si fascinante. C'est l'histoire d'une femme qui a tout perdu, qui a été transformée en monstre malgré elle, et qui a été condamnée à vivre une vie de souffrance et de solitude. L'histoire de Méduse aurait pu s'arrêter là, dans la solitude et la souffrance. Mais c'était sans compter sur l'arrivée d'un héros, Persée. Alors, Persée, c'est un peu le garçon d'or de la mythologie grecque, le genre de type qui a tout pour lui. Il est beau, il est courageux, il est le fils de Zeus, rien que ça, et il a une mission. Et quelle mission? Le roi Polydecte, qui est un peu obsédé par la mère de Persée, Danaé, veut se débarrasser de lui. Alors, il lui confie une tâche impossible, rapporter la tête de Méduse. Le genre de mission suicide, quoi? Mais Persée, il n'est pas du genre à se décourager. Et puis, il a de l'aide, et pas de n'importe qui, les dieux eux-mêmes. Hermès lui donne des sandales ailées pour voler. Hadès lui offre un casque d'invisibilité, la équipe de rêve. Alors, déjà, on peut se demander pourquoi Athéna aide Persée à tuer Méduse, alors qu'elle est responsable de sa transformation. Mais bon, la logique des dieux, c'est parfois un peu compliqué à suivre. Bref, Persée, équipé comme un pro, part à la recherche de Méduse. Il la trouve endormie dans sa grotte. Et là, il utilise une ruse. Au lieu de la regarder directement, il utilise son bouclier comme un miroir, pour voir son reflet sans être pétrifié. C'est un peu le code de triche ultime, le genre de truc que tu aimerais avoir dans un jeu vidéo. Et ça marche. Persée, guidé par le reflet de Méduse dans son bouclier, s'approche d'elle, et paf, il lui tranche la tête avec son épée, ou sa serpe, selon les versions. Alors, oui, c'est une scène épique, digne d'un film d'action. Mais c'est aussi une scène triste. Parce que, même si Méduse est un monstre, elle est avant tout une victime. Et sa mort, c'est un peu la fin d'une vie de souffrance. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Du sang de Méduse, décapité, naissent deux créatures. Pégase, le cheval ailé, oui, le cheval qui vole. Et Chrysaor, un géant avec une épée d'or. C'est un peu comme si, de la mort et de la monstruosité, naissait la beauté et la puissance. Donc tu vois, la mort de Méduse, c'est triste mais stylé. Bon, Méduse est morte, décapitée par Persée. Mais l'histoire de sa tête, elle, continue. Parce que, même coupée, la tête de Méduse conserve son pouvoir. Elle peut toujours pétrifier quiconque la regarde. Il s'en sert pour pétrifier Atlas, le titan qui porte le ciel sur ses épaules, un sort pas très enviable, on est d'accord. Il l'utilise aussi pour sauver Andromède, une princesse qui était offerte en sacrifice à un monstre marin, un classique des mythes grecs. Et il s'en sert même pour se débarrasser de Polydecte, le roi qu'il avait envoyé en mission suicide, bien fait pour lui. Bref, la tête de Méduse, c'est un peu l'arme de destruction massive de l'Antiquité. Mais c'est aussi un symbole ambivalent. C'est à la fois un symbole de terreur, de mort, de monstruosité, mais aussi un symbole de pouvoir, de protection, de justice, quand elle est utilisée par Persée, en tout cas. Et finalement, que devient cette tête, après toutes ces péripéties? Eh bien, Persée l'offre à Athéna, encore elle. Et Athéna, elle la fixe sur son bouclier, l'égide. C'est un peu comme si elle intégrait la puissance de Méduse à sa propre puissance, comme si elle reconnaissait, d'une certaine manière, la force de sa victime. La tête de Méduse sur l'égide d'Athéna, c'est un symbole fort. C'est un symbole de protection, de dissuasion, de pouvoir. C'est un peu comme si Athéna disait « Ne me cherchez pas, parce que j'ai une arme redoutable, et je n'hésiterai pas à m'en servir. » Donc, tu vois, même après sa mort, Méduse continue d'influencer le monde des dieux et des hommes. Sa tête, c'est un peu le souvenir de sa tragédie, mais aussi le symbole de sa puissance. C'est un objet ambivalent, à la fois terrifiant et fascinant, qui résume bien toute la complexité du mythe de Méduse. Et vaudingue, plein de rebondissements,
de trahison et de souffrance. Une histoire qui nous montre que les dieux ne sont pas toujours justes, que les apparences peuvent être trompeuses, et que derrière chaque monstre, il peut y avoir une victime. On a découvert Méduse, la belle prêtresse, transformée en monstre malgré elle. On a vu sa solitude, sa souffrance, sa mort tragique. Et on a vu comment sa tête, même coupée, a continué à semer la terreur et à fasciner les hommes. Alors, Méduse, victime ou monstre? C'est à toi de te faire ton opinion. Moi, je pense qu'elle est un peu les deux. Elle est une victime de la cruauté des dieux, une victime d'une malédiction injuste. Mais elle est aussi devenue un monstre, capable de pétrifier les gens d'un simple regard. C'est ça qui rend son histoire si complexe et si intéressante. C'est une histoire qui nous fait réfléchir sur la justice, sur le pouvoir, sur la monstruosité, sur la condition humaine, rien que ça. Alors, si cette histoire t'a touché, si elle t'a énervé, si elle t'a fait réfléchir, n'hésite pas à lâcher un gros comme like, à commenter pour me dire ce que tu penses de Méduse, victime, monstre ou les deux. Et surtout, abonne-toi à la chaîne Naya Mythologie pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Parce que, crois-moi, on a encore plein d'histoires incroyables à explorer ensemble. La prochaine fois, on va s'intéresser à un autre personnage fascinant de la mythologie grecque. Mais je ne t'en dis pas plus pour l'instant. D'ici là, porte-toi bien, et n'oublie pas, la mythologie, c'est pas juste des vieilles histoires, c'est aussi un miroir de nos propres vies. Allez, ciao!